Salut à tous! Bon alors vous avez été nombreux à apprécier ma dernière vidéo sur les moyens d'augmenter son volume fessier à travers les âges. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui on allait faire à peu près la même vidéo, mais aujourd'hui on va parler de poitrine. La personne que je prendrai comme exemple sera Nabila pour cette vidéo, parce que comme vous pouvez le voir, cette personne a subi une augmentation mammaire, apparemment. Donc toujours dans la même optique, on va essayer de retracer les moyens qui ont été mis à la disposition des femmes à travers les âges pour pouvoir maintenir la poitrine, la soutenir, mais aussi la faire gonfler un petit peu. Et on en arrivera jusqu'au XXe siècle avec la chirurgie esthétique. Alors juste petit aparté, aujourd'hui je vous ai réalisé une deuxième version du maquillage de Twiggy. Donc vous pouvez retrouver la vidéo ici et vous pouvez donc voir que la version colorée est tout à fait possible. Alors nous allons commencer notre vidéo par parler de l'Antiquité. Donc vous verrez qu'il y aura beaucoup de similarités avec ma vidéo sur le corset. Donc vu que je vous ai déjà fait une vidéo sur le corset, eh bien je passerai plus rapidement dès qu'on en parlera. Les femmes grecques dans l'Antiquité portent des bandelettes pour contrôler leur morphologie. Elles utilisent un bandeau pour plaquer la poitrine et pour ainsi diminuer leur féminité. Il faut savoir qu'à l'époque de la Grèce antique, les femmes ne sont pas les mieux vues dans la société. On préfère le corps masculin et musclé, donc c'est pour ça que les femmes vont rechercher une silhouette la plus androgyne possible. Donc ce bandeau peut se porter soit en dessous, soit sur la chemise. La chemise longue qui est une tunique à l'époque, comme je vous l'explique ici. Ce qui est assez étonnant, c'est que les jeunes filles portent une autre sorte de bandage qui est fait pour aplatir la poitrine, mais surtout pour empêcher le développement des seins. Pour les Romaines, c'est un petit peu comme pour tout, hein, ils ont tout copié chez les Grecs. Donc la femme romaine, elle aussi, va porter ces mêmes bandelettes qui sont utilisées sous la poitrine pour la soutenir, mais aussi pour la plaquer. Et on en a une preuve dans une maison en Sicile d'une mosaïque très connue de cette femme qui porte le premier bikini de l'histoire. Et maintenant, nous pouvons passer au Moyen-Âge. Donc comme vous pouvez vous en douter, au Moyen-Âge, l'Église a une très forte influence sur le sous-vêtement féminin. Donc elle encourage le port de bandeaux au tout début du Moyen-Âge, par mesure de pudeur, et ce bandeau se porte sous la chemise. Au début du Moyen-Âge, la mode est aux petites poitrines qui sont portées très haut, d'où l'utilité des bandeaux. Au XIVe siècle, on retrouve toujours cette ceinture de maintien, mais petite nouveauté, on sait que les femmes de cette époque utilisaient des petites poches rembourrées ou garnies qu'elles plaçaient dans la ceinture pour pouvoir rembourrer leur poitrine. D'ailleurs, en 2008, une équipe d'archéologues a fait une découverte sensationnelle puisqu'ils ont retrouvé le tout premier ancêtre connu du soutien-gorge qui ressemble quasiment à notre version moderne, et ce qui prouve que c'était un sous-vêtement utilisé déjà bien avant la fin du 19e siècle. Bon, évidemment, ce soutien-gorge datait de la fin 14e, début 15e, il a été daté au carbone 14, et c'est à cette époque que commencent à apparaître les premiers corsets. Donc on peut imaginer que le corset a été privilégié par rapport à ce type de sous-vêtements. On peut aussi imaginer que les soutiens-gorge utilisant beaucoup moins de tissu étaient réservés pour une classe plus basse de la population. Bon, le début du Moyen-Âge, c'est quand même pas une époque très marrante pour la poitrine et les décolletés. On porte des robes, somme toute, assez simples et qui remontent très haut. Et au XVe siècle, c'est la grande apparition des décolletés. Et là, on commence à se faire plaisir. Je vous ai même trouvé une petite citation du XVe siècle qui dit qu'à cette époque, on aime femmes avec grêle corps, gros cul et poitrine. Donc à cette époque du XVe siècle, on a même, pour vous montrer un peu à quel point les mœurs se libéraient petit à petit, Agnès Sorel, qui était la maîtresse de Charles VII, qui essayait de lancer une mode assez particulière puisqu'il s'agissait de porter un corsage décolleté jusqu'au nombril avec une chemise en dessous, et la chemise et le corsage étaient rabattus d'un côté pour laisser apparaître un seul sein. Bon, il va sans dire que cette mode n'a pas du tout pris. Il se trouve que peu de femmes avaient gorge aussi parfaite qu'Agnès Sorel, puisqu'il s'agissait de la femme la plus belle de son époque en France. Alors maintenant, nous allons parler de la période qui va du XVIe siècle
au début du 19e. Pourquoi? Eh bien parce que là c'est l'hégémonie totale du corset et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Donc c'est une époque où la poitrine se veut généreuse, à la limite du débordant. D'ailleurs à la fin du XVIIe siècle, le décolleté est tellement ouvert que l'on commence à voir la naissance de l'aréole des seins. Heureusement, ces dames utilisent des tissus tout en transparence pour protéger leur pudeur. Il y aura même l'abbé Charles Boileau qui éditera un livre du nom de L'abus de nudité de gorge pour se plaindre de toutes ces femmes qui se rendaient à l'église avec la poitrine aussi dégagée. Et oui, car à l'époque, ces femmes se contentaient de jeter un petit fichu sur leurs épaules pour cacher un minimum de décolleté. Et ce fichu, comme je l'ai dit, était transparent. D'ailleurs, ce morceau de tissu va tellement faire partie intégrante du costume féminin qu'au XVIIIe siècle, on le porte tout le temps et on l'appelle la modestie. Alors maintenant, on en arrive à la Révolution. Et comme vous le savez, à la Révolution, tout change. Le costume féminin commence dramatiquement à se simplifier pour atteindre la mode des merveilleuses qui portent carrément des robes transparentes. Parce que pourquoi pas? Donc par souci d'esthétique, elles vont plutôt adopter la ceinture sous la poitrine pour pouvoir quand même la relever un minimum tout en pouvant la faire apparaître à travers le tissu. Et oui, car les merveilleuses sont celles qui ont lancé le grand retour de la tendance néo-antiquité dans la mode. Et c'est d'ailleurs cette mode que l'on va retrouver sous Napoléon, avec Joséphine qui en est bien évidemment l'ambassadrice. La mode est donc au sein portée très haut avec une ceinture, donc c'est ce qu'on appelle la fameuse taille empire. Et pour arriver à cet effet, ne vous y méprenez pas, les femmes utilisent bel et bien un corset. Certes, ce n'est pas le grand corps comme on le connaît au XVIIIe siècle, mais il s'agit bien d'un corset avec une plaque de bois sur le devant qui permet d'écarter les seins et il y a tout un système qui permet de les remonter le plus haut possible. S'il vous arrive au menton à l'époque, c'est la pointe de la mode. Alors évidemment, vous vous doutez bien qu'avec un tel corset, la mode est au petit sein, mais plus pour très longtemps. Le 19e siècle voit le retour de la royauté pendant un bref instant, et donc le retour à des costumes un peu plus traditionnels, le retour du corset évidemment. Et maintenant, nous allons passer au 19e siècle, plus particulièrement à la deuxième moitié du 19e siècle, car c'est là que les choses commencent à s'accélérer pour mettre en valeur les poitrines. En 1859, à New York, Henry Lescher développe le premier prototype de soutien-gorge. Donc le soutien-gorge connaît bien sa naissance au 19e siècle et non pas au début du 20e siècle. Mais il faut dire qu'en France, on préfère attribuer le premier soutien-gorge à une Française, évidemment. En 1889, la corsetière Herminie Cadol invente le corselet-gorge. Il s'agit d'une de ses inventions qui est en fait un corset coupé en deux sous la poitrine et qui est quand même d'une pièce dans le dos. En fait, elle explique que ce corset est tout de même plus pratique pour les femmes. Il possède des renforcements sous la poitrine pour pouvoir la maintenir et il permet de respirer et de se plier plus facilement. Elle a présenté son invention à deux expositions universelles à Paris, en 1889 et en 1900. En 1898, elle va déposer un brevet pour son invention et en 1899, elle l'appelle le maintien-gorge. Si vous ne le savez pas, gorge, c'est un euphémisme pour désigner la poitrine que l'on retrouve dans la littérature depuis plusieurs siècles. Eh bien, il se trouve que ce maintien-gorge fut un échec commercial total. D'ailleurs, si cela vous intéresse, la maison Cadol existe toujours. Bon, elle fait des sous-vêtements de luxe, donc ça vaut ce que ça vaut. Alors à la fin du 19e siècle, outre-Atlantique, on a aussi plusieurs essais de prototypes de soutien-gorge de environ 1893 à 1913, qui sont tous aussi des échecs complets. Il faut dire qu'on n'est peut-être pas à la bonne époque pour que ce genre d'invention fonctionne, puisque la fin du 19e siècle en mode est quand même marquée par un retour en force de la pudeur et de la modestie. Vous pouvez le voir par toutes les tenues, tous les costumes féminins qui remontent jusqu'ici. On aime bien les grosses poitrines, mais en général on préfère rembourrer la robe plutôt que le corset, et cette silhouette très guindée, très maîtrisée, très stricte ne peut pas être portée avec un soutien-gorge, c'est juste impossible. Donc c'est pour ça que le corset est encore en grande force avec sa fameuse silhouette en S. La poitrine en avant, les reins en arrière. Et maintenant nous passons au XXe siècle, et là,
il s'en passe des choses, puisqu'en effet, ça va être le grand combat entre le corset et les débuts du soutien-gorge. En 1904, le terme soutien-gorge apparaît pour la première fois dans le Larousse, et en 1912, on le retrouve sous la forme de brassière dans les dictionnaires anglais. C'est d'ailleurs pour ça que soutien-gorge se dit bras en anglais. C'est une dénomination qui a été adoptée environ vers 1937. Alors maintenant, je vais vous faire une liste de tout ce que j'ai pu trouver dans mes recherches sur les livres gratuits, sur Gallica, j'ai vraiment fouillé internet pour trouver un maximum d'infos sur le soutien-gorge. Alors on commence en 1914 où l'on voit apparaître les premiers soutiens-gorge dans des catalogues de mode par correspondance. À l'époque, on peut les trouver pour une somme qui varie entre 15 et 40 francs. 1 franc, ça valait à peu près 3,18 €. J'ai retrouvé un témoignage d'un auteur des années 20 qui explique qu'en fait, avant la Première Guerre mondiale, les prix de la mode commençaient vraiment à être abordables depuis 1900. Les femmes de la classe moyenne pouvaient par exemple s'acheter des fourrures, chose qui était complètement impensable quelques dizaines d'années avant. Donc d'après cet auteur, le prix du soutien-gorge était quelque chose qui pouvait être abordable pour la classe moyenne. Bon, ce soutien-gorge, on peut le trouver dans les catalogues de vente par correspondance, mais il s'agit quand même d'une nouveauté qui va coûter aussi cher qu'une combinaison. Sachez qu'à l'époque, le prix d'un vêtement est quand même lié à la quantité de tissu utilisé et à sa qualité aussi. À l'époque, tout est fait en lin et ça reste une petite pièce de tissu quand même. Donc ça reste un élément tout nouveau qui coûte relativement cher comparé au reste de la lingerie proposée aux femmes. D'ailleurs, jusque dans la fin des années 20, ce soutien-gorge est la plupart du temps porté avec une gaine. Donc en fait, c'est à peu près le même principe que pour le corselet-gorge, ça va être une gaine qui va remonter jusqu'au-dessus du nombril, couplée avec ce fameux soutien-gorge. En 1920, on commence à voir des nouvelles matières apparaître, puisque cette pièce de lingerie gagne vraiment en popularité. Donc on peut maintenant en trouver en soie, en mousseline ou en batiste. La batiste, c'est une fine toile de coton ou de lin. En 1923, dans une revue de mode, j'ai même trouvé un texte complètement étrange. Il s'agit en fait d'un poème en quatrain qui est un dialogue entre le corset et le soutien-gorge qui se disputent pour savoir qui sera le favori dans la garde-robe d'une dame. Et il se trouve que l'auteur finit par conclure qu'en fait, ce n'est vraiment plus une question qui pose un problème vu que les femmes sont tellement maigres à cette époque qu'elles n'ont plus besoin ni de l'un ni de l'autre. J'ai trouvé pas mal d'auteurs masculins qui se plaignent de la nouvelle maigreur des femmes puisque dans les années 20, la silhouette à la mode, c'est la silhouette fine, athlétique et jeune. Donc effectivement, c'est le grand écart avec le 19e siècle. En 1925, le soutien-gorge devient tellement populaire qu'on peut en trouver des patrons dans les magazines féminins. D'ailleurs, j'en ai trouvé un patron taille 44 pour un modèle très mince, c'est vous dire si les tailles ont changé depuis. En 1928, un fait très marquant pour le soutien-gorge, c'est l'invention de la classification des tailles par William et Ida Rosenthal. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le nombre correspond autour du buste sous la poitrine et les lettres correspondent à la profondeur des bonnets. En 1930, à force de voir ce soutien-gorge de partout dans les catalogues de vente par correspondance qui deviennent vraiment un phénomène, eh bien ce sous-vêtement fait maintenant partie de la vie quotidienne des Français et on peut d'ailleurs le rencontrer dans le script d'un film, dans un journal de l'époque qui s'appelle Le Film Complet, dont je vais vous en lire un extrait. Ouf! Néanmoins, l'alerte a été chaude. La sueur perle encore au front de Charlie Bateman qui, pour l'essuyer, sort un mouchoir de sa poche. Malédiction! C'est avec le soutien-gorge d'Henriette Ward qu'il éponge son front. Tout de même, proteste le mari. Me direz-vous ce que vous faites avec le soutien-gorge de ma femme? Pour avoir lu quelques revues des années 20 et des années 30, je peux vous dire que certains articles sont complètement farfelus. En 1935, le soutien-gorge commence doucement à se populariser, mais c'est pas encore ça. On voit par exemple ici une publicité de la maison Roussel qui date de 1935 et qui propose des soutiens-gorge faits main entre 100 et 125 francs selon qu'ils utilisent de l'élastique ou non. À cette époque, 1 franc vaut environ 72 centimes d'euros. Il faut savoir qu'il y a une grosse inflation due à la crise de 1929. J'ai aussi trouvé un article assez intéressant qui date de 1942 et qui établit
le temps de fabrication des soutiens-gorge par les ouvrières dans le département de la Seine. Donc si vous êtes une ouvrière à l'époque et que vous mettez plus de 8 minutes à fabriquer le modèle simple, c'est que vous allez avoir des problèmes. Le soutien-gorge qui met le plus de temps à être fabriqué est celui avec des bonnets renforcés, des élastiques, des agrafes, la totale. Il lui faut 35 minutes de fabrication. Évidemment, c'est la guerre, donc il faut bien imaginer qu'il y a des restrictions au niveau des matières qui peuvent être employées. Alors, il n'en faisait pas mention dans l'article, mais ça doit forcément influer sur les temps de fabrication. Enfin, en 1945, la mode du soutien-gorge commence à prendre. Et oui, puisque restriction de tissu oblige, les pulls se font de plus en plus moulants, et étant donné que la femme ne porte plus de corset, il lui faut un moyen de pouvoir rester chic, même avec des vêtements aussi serrés. J'ai pu trouver dans une édition de Elle de 1945 un article qui conseille aux dames qui ont peur des signes de l'âge pour combattre la chute des seins, de porter des soutiens-gorge tout le temps. Même la nuit. Je vais vous lire l'extrait en question. Un soutien-gorge, s'il est bien fait, est le meilleur auxiliaire de la beauté de la poitrine. Il est bon de porter soutien-gorge la nuit, car l'enveloppe de peau qui soutient la glande mammaire est très fragile et ses fibres se relâchent facilement. Dans les années 50, on voit l'apparition du soutien-gorge obus, qui a été dérivé originellement de la silhouette New Look de Christian Dior et qui a fait vraiment un grand boom sur tous les plateaux hollywoodiens. La poitrine se veut plutôt généreuse et portée assez haut et qui pointe de chaque côté. Et enfin, en 1956, nous rentrons dans l'ère moderne, puisque le Jaby invente le tout premier soutien-gorge pigeonnant. Et c'est donc depuis cette date que le soutien-gorge est sous sa forme que nous le connaissons aujourd'hui, même s'il a connu depuis pas mal de variantes, comme le triangle, le bandeau, le push-up. Bah ça en fait des choses qui se passent au XXe siècle, hein. Maintenant, la femme a tous les moyens de mettre en valeur sa poitrine comme elle le désire, selon ses goûts, et aujourd'hui, eh bien, elle peut même décider de ne pas en porter si elle le veut. On a pu voir à travers tout cet historique qu'il est quand même plus facile de tricher niveau poitrine que au niveau des fesses, car le soutien-gorge permet de tricher avec beaucoup plus de naturel que les faux culs par exemple. Enfin bon, quand on est riche et qu'on veut passer par la manière facile pour y arriver, on peut tout à fait choisir la chirurgie esthétique. Mais attention à ne pas en abuser tout de même. Et voilà, nous avons fini notre épopée sur la mise en valeur de la poitrine des femmes à travers les âges. J'espère que ça vous aura tout autant plu que l'épisode précédent sur le postérieur. Si vous ne l'avez pas vu, allez vite le consulter, il y a des citations croustillantes. Je remercie tous les nouveaux abonnés qui sont présents depuis quelque peu sur ma chaîne et si vous ne l'êtes pas encore, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo si ce n'est déjà fait. Je vous dis merci et à bientôt pour la prochaine vidéo.